Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui 3 films sous-estimés que j'aime beaucoup, voilà, alors j'avais envie de vous en parler. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films qui ont bidé, qui n'ont pas par exemple eu d'Oscar, mais c'est 3 films dont on parle jamais, dont un qui est à mon sens très mal considéré, que j'avais un peu envie d'aller de réhabiliter quand même un petit peu, vous allez voir. Et je commencerai donc par le premier, Mr. Saturday Night, sorti en 1992 et réalisé par Billy Crystal. Alors Billy Crystal, pour ceux qui se demandent qui est-ce, eh bien c'est lui qui jouait dans... Attendez, voilà, qui joue dans Quand Harry rencontre Sally. Billy Crystal, donc le fameux stand-upper, celui qui a présenté les Oscars maintes et maintes fois et qui était même considéré comme le meilleur présentateur des Oscars. Eh bien en 92, il réalise son premier film, il joue dedans également. Et alors c'est un excellent film. C'est un petit film, mais c'est un excellent film. Buddy Young était autrefois une star comique, mais celui-ci n'est désormais plus grand-chose et ne joue plus que dans des maisons de retraite. Bon, alors ça, c'est le tout petit résumé, qui ne rend pas vraiment justice au film, mais disons que c'est un film, en gros, où on va assister à la carrière de ce fameux Mr. Saturday Night, qui, en fait, officie dans des émissions de télé, voilà, en racontant des blagues, tu sais, les blagues à l'ancienne, etc. Et, en fait, on va voir donc des moments de sa jeunesse, on va voir des moments même quand il est tout petit et qui fait des blagues dans son salon au milieu de toute sa famille et qui fait rire tout le monde. Ensuite, on va le voir donc quand il exerce son métier, quand il a 30 ou 40 ans. Et ensuite, et c'est ça surtout le cœur du film, c'est quand il est vieux. Et en fait, ce film va beaucoup s'axer là-dessus. Alors, tu as donc un Billy Crystal qui est complètement grimé, et donc on va assister finalement pas à une espèce de repentance, mais disons, c'est quelqu'un qui va faire le bilan de sa vie, et en fait, la majeure partie du film va nous raconter les conséquences en fait de son succès à lui dans les années 50. Et c'est hyper touchant parce que c'est un homme voilà qui fait un bilan, qui essaye de redevenir quelqu'un alors qu'il n'est plus. Voilà, c'est quelqu'un, comme je disais dans le résumé, c'est quelqu'un qui officie maintenant plus dans des EHPAD, dans des maisons de retraite et tout ça, et forcément qui n'est plus rien. On va essayer de lui proposer des rôles et tout ça, mais ça marche pas vraiment. Et alors, il va être pour ça secondé par l'acteur qui s'appelle David Paymer, excellent, qui va jouer le rôle de son grand frère, qui va lui évoluer dans l'ombre et qui va l'aider finalement à mener sa carrière. C'est-à-dire que ce grand frère va en quelque sorte jouer les rôles d'impresario, de manager, etc. Donc c'est hyper touchant parce que ça donne une espèce de relation parfois toxique, parfois très très belle, parce que tu as ce grand frère qui est un peu frustré parce qu'il vit dans l'ombre de son petit frère qui lui est sous le feu des projecteurs, et du coup le personnage interprété par Billy Crystal, il va être hyper complexe. C'est-à-dire que c'est un personnage assez attachant parce que c'est un personnage drôle, parce qu'il sort des blagues toutes les 5 minutes et les blagues sont plutôt marrantes, et puis il va aussi axer le caractère de son personnage d'une manière beaucoup plus détestable également. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va beaucoup jouer sur son égocentrisme, sur le côté, voilà, c'est moi la vedette et c'est pas toi, c'est moi qui décide, etc. Et aussi avec un tempérament, une sorte de tempérament un peu autodestructeur. C'est ce qui est extrêmement bien montré dans le film, c'est ce tempérament autodestructeur de ce personnage qui est prêt, avec sa grande gueule, à des fois foutre en l'air des projets alors qu'il aurait pu remonter sur scène, alors qu'il aurait pu faire de grandes choses, mais il a tellement une grande gueule qu'il n'arrive pas, et à chaque fois il détruit des choses qu'il a sous la main. Par exemple, voilà, il a de l'or entre les mains et puis il est capable de le faire fondre, quoi, parce qu'il est trop en révolte, parce qu'il est trop égocentrique, parce qu'il se la raconte, etc., etc. Et donc en fait, Billy Crystal va vraiment axer son personnage là-dessus. Alors c'est un film qui lorgne un petit peu du côté de Woody Allen, bon évidemment sans en atteindre, si tu veux, les sommets de qualité. Bon, on n'est quand même pas encore dans la qualité des films de Woody Allen, mais c'est vrai qu'on dépeint un juif new-yorkais, un humoriste juif new-yorkais, donc ça va beaucoup se passer dans ce milieu. Ils vont employer des fois des mots en yiddish, etc. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Billy Crystal arrive réellement à nous rendre ça très palpable, comme si on avait vécu dans cette époque-là, dans les années 50, au milieu de cette famille, etc. Et on va beaucoup aussi nous parler des valeurs familiales à travers le monde impitoyable du showbiz, disons-le. Et c'est vraiment un film très touchant. C'est un film où David Paymer, justement, dont je parlais, il a été nominé à l'Oscar du meilleur second rôle. Bon, il l'a pas eu, mais il a été nominé. Et franchement, il le méritait, mais amplement, vraiment. Je trouve que c'est lui qui ressort vraiment en tant qu'acteur, même si, évidemment, Billy Crystal est vraiment absolument génial. Je vous le recommande. C'est une comédie dramatique. Des fois, c'est amer, c'est touchant.
C'est beaucoup de choses à la fois, Mr. Saturday Night. C'est un film qui est pas connu. Moi, à l'époque, je l'avais vu en VHS. Je crois qu'il est dispo sur MyCanal, mais à vérifier. Voilà, premier film, je vous recommande ça. Mr. Saturday Night, sorti en 1992. Deuxième film de cette sélection, Les Dents de la Merde. Ouais, Les Dents de la Merde. Mais non, Les Dents de la Merde, deuxième partie, que j'aime bien. Voilà, j'avoue. Allez, est-ce un plaisir coupable? J'en sais rien. Mais j'ai toujours bien aimé cette suite. Alors évidemment, on est loin du premier. Bon, et on va en parler, on va faire des comparaisons. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien cette suite, bien plus que ce qui va suivre après, hein, le 3 et le 4. Je trouve que c'est une suite qui a de la gueule. C'est une suite qui mise beaucoup, c'est vrai, sur le spectaculaire. Bien plus que sur le non-dit, bien plus que sur le suspense qu'avait initié Spielberg dans le premier. Mais je trouve quand même que tout ça est plutôt bien emballé. Alors, on a quand même la musique de John Williams, donc une partition intégrale de John Williams. Hein, c'est pas juste on a repris le thème et on a brodé autour. C'est John Williams qui fait la musique. On a Roy Scheider encore dans le rôle de Brody et on a Janos Wark, donc un Français, à la réalisation, après qui va signer quelques conneries, mais c'est vrai que là pour le coup je trouve que c'est un film américain bien fait. Après, si évidemment on doit comparer inévitablement avec le premier, pourquoi c'est moins bien? Alors déjà il y a une première chose, c'est que Spielberg dans le premier jouait sur le non-dit, jouait sur le suspense, et il jouait surtout sur l'identification par rapport au commun des mortels, c'est-à-dire que le deuxième va se situer beaucoup en mer, c'est-à-dire ça va être presque une aventure en mer, avec tous ces ados qui partent à bord de voiliers, etc. Et donc ça va être beaucoup plus une aventure en mer. Ce qui était absolument dingue avec le premier, c'est qu'il y avait ce processus d'identification, du fait que tout le monde a été sur une plage. Aller sur une plage, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, tu vas sur une plage, tu vas à la mer, paf, tu te poses, et tu regardes éventuellement un requin. Bon, évidemment, la situation est totalement exagérée, mais tu regardes éventuellement un requin qui va éventuellement manger les gens qui sont en train de se baigner. Le truc, c'est que ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc il y a vraiment ce processus d'identification, et en plus, on joue sur le non-dit, et en plus, on joue sur le suspense, comme si tu filmais en fait un film avec un serial killer. Là, le souci du 2, c'est qu'on peut pas refaire la même chose. Et à mon sens, Janos Wark le sait, la Universal le sait, et que là, carrément, on lui a demandé, bon là, il faut que tu fasses un film spectaculaire. Et c'est exactement ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que là, on va être dans l'aventure. C'est-à-dire que là, on va avoir, par exemple, le requin qui va foncer à toute allure, qui va essayer de dévorer les jeunes gens, etc. Et donc, du coup, on est beaucoup moins dans un suspense, ça fait moins peur pour le coup, même si on a des apparitions du requin qui sont quand même assez spectaculaires, mais ça reste spectaculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce non-dit. Limite, même la partition de John Williams, elle n'est plus sur ce qui a fait le succès en fait des Dents de la Mer, le tan 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 tan. Tu vois, elle est plus du tout là-dessus. En fait, maintenant, c'est une musique beaucoup plus pompière de la part de John Williams, et on n'hésite pas à filmer le requin, par exemple en premier plan, qui fonce comme ça, avec en arrière-plan le voilier des gosses. Et alors oui, ça fait son petit effet. Oui, c'est bien fait. On va même des fois le filmer en plan subjectif. Il y a vraiment de très très beaux plans dans les Dents de la Mer. Mais ce qu'on gagne en spectacle, on le perd en suspense et on le perd en peur. Voilà. C'est tout simplement ça qui fait que les Dents de la Mer, deuxième partie, il est quand même moins bien que le premier, quoi qu'on en dise. Il y a vraiment un truc génial dans la mise en scène de Spielberg que Janos Wark peut pas réitérer. C'est impossible. Lui, il filme avec ce qu'il a, et puis surtout avec son potentiel. Après, ce qui manque aussi quand même aux Dents de la Mer, faut le dire, bon, deuxième partie en tout cas, c'est qu'on a Roy Scheider, donc on a Brody, mais je trouve déjà qu'il intervient très tard, c'est-à-dire que le scénario se demande si il faut en faire de lui le héros du deuxième film ou pas vraiment, et puis quand il intervient vraiment au bout de 1h15, 1h20, alors c'est-à-dire qu'on le voit, Brody, mais le fait qu'il se la joue héros, ça intervient pas tout de suite, donc tout ça, c'est un peu dommage, et puis surtout, on n'a plus le trio, Brody, Quint, Hooper, et Hooper, tout simplement, n'est pas là parce que Richard Dreyfuss, que j'adore, on va en parler juste après, Richard Dreyfuss est parti tourner évidemment Rencontre du troisième type avec Steven Spielberg à cette époque-là. Donc forcément, nous n'avons plus Hooper. Alors ça, c'est vrai que ça manque par rapport au premier. On avait cette espèce de trio comme ça qui partait en mer à l'aventure pour tuer le requin. Tout ça, ça manque bien évidemment. Donc on va essayer de combler par d'autres astuces scénaristiques. Le coup du maire aussi, ça manque. De côté, le maire veut absolument ouvrir les plages, quitte à sacrifier des gens par rapport à la saison touristique. Bon, ce qui était évidemment une idée qui était véhiculée dans le premier, on peut pas refaire la même chose
chose dans le 2, mais tu vois, voilà, tous ces trucs-là manquent un peu. Il n'en reste pas moins que ça reste un bon film, un bon divertissement, un film pour moi bien spectaculaire, si on a envie d'avoir quelque chose de différent du premier, pardon. Et c'est exactement le principe de ce deuxième opus, c'est-à-dire qu'on refait pas vraiment la même chose. Donc c'est pour ça que j'aime bien défendre quand même ce film. Alors il faut savoir juste pour la petite anecdote que le titre Les Dents de la Mer 2 n'a pas été retenu sur l'affiche française parce que sinon ça faisait Les Dents de la Merde. Et ouais, donc ils ont opté pour le titre Les Dents de la Mer, deuxième partie. Et aussi pour la petite anecdote, il faut savoir que Steven Spielberg n'était pas vraiment intéressé par le projet. Du moins, il était intéressé au départ pour faire un préquel. Il voulait un préquel, notamment sur Quint. Et évidemment, la Universal n'a pas retenu ce projet-là. Et donc, Steven Spielberg est parti à l'aventure sur autre chose et il a bien fait pour en faire évidemment le chef-d'œuvre Rencontre du troisième type. Alors voilà, je vous recommande quand même ce Dents de la Mer, ce deuxième opus, je l'aime bien. Après, oui, ça part complètement en cacahuète, ça devient complètement nanardeux. Là, on n'est pas encore dedans tout à fait. Ça aurait pu quand même par rapport à la fin. Mais en tout cas, voilà, on est pour moi encore dans le bon film d'action fort sympathique. Troisième et dernier film de cette sélection, Professeur Hollande, sorti en 1996. Alors là, clairement, c'est le meilleur film de cette vidéo, enfin de cette sélection. Professeur Hollande, de quoi ça parle ? En 1965, Glenn Holland, jeune compositeur ambitieux, commence comme professeur de musique dans un lycée, alors qu'il tente parallèlement de composer une symphonie qui lui permettra de devenir célèbre. Mais il se découvre petit à petit une véritable passion pour l'enseignement et va finalement rester et enseigner dans le même lycée pendant 30 ans en consacrant à ses élèves et à son métier le meilleur de lui-même. Alors tu sais, Professeur Hollande, c'est le genre de film qui me fait penser aux gens qui disent « Bon voilà, là je vais prendre un job alimentaire parce que tu sais, j'ai d'autres projets dans la vie, là je vais faire un job alimentaire, voilà, pendant 3-4 mois et finalement t'y restes 10 ans quoi. » En fait, Professeur Hollande, c'est exactement ça. Et le film est réalisé par Stephen Herek. Alors Stephen Herek, pour moi, c'est plutôt un réalisateur quand même un peu de seconde zone quoi, qui va, il va réaliser des petits films d'aventure sympas, à la comédie pas terrible quoi, pas mémorable, et d'un seul coup, là, il signe, voilà, Professeur Hollande, qui pour moi, clairement, est son meilleur film, aidé évidemment par un très bon script, comme quoi, tu sais, quand tu donnes un bon script à un réal, voilà, il peut faire des miracles. On va avoir 30, voire 40 ans de vie, voilà, aux États-Unis, les années 60, 70, 80, jusqu'à 90 même, à travers, voilà, cette vie de professeur qui n'a pas envie d'être professeur et qui va, au fur et à mesure, s'attacher de plus en plus à son métier, s'attacher à ses élèves, il va aimer en fait enseigner et on va petit à petit découvrir un petit peu d'histoire des États-Unis. Alors ce qui est très très fort dans ce film, c'est que le réalisateur arrive à nous dépeindre voilà, des moments de vie comme ça, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rebondissements, en un court laps de temps. C'est ça qui est assez fabuleux, le film dure un petit peu plus de 2 heures, et voilà, on va avoir par exemple la période des années 60, avec son lot de drames, de rebondissements, de joie, etc. Et ça va être comme ça tout au long du film. Donc le film comporte énormément d'émotions, bien sûr. Alors c'est un film assez mélancolique, triste aussi, avec beaucoup de joie également. Et quand on parle évidemment de Professeur Hollande, il faut juste évoquer Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, c'est vraiment un acteur que j'aime, que j'adore. Ça fait partie vraiment de mes acteurs préférés. On n'en parle jamais de Richard Dreyfuss. Mais là, pour le coup, il a eu quoi? Un Oscar dans sa vie. Il était nominé à l'Oscar pour Professeur Hollande, il l'a pas eu, je crois que c'est Sean Penn à la place. Alors évidemment, Sean Penn qui est un grand comédien. Mais très franchement, moi je lui aurais donné à Richard Dreyfuss tellement, mais tellement le mec joue bien, quoi. Tellement il est investi, tellement c'est incarné. Et aussi tellement, des fois cet acteur n'a même pas besoin de parler. Tu devines en fait ce qu'il pense, ce qu'il ressent, alors que le mec te fait juste une expression de visage. C'est extraordinaire quand il est filmé en gros plan. Je peux pas en dire plus, je peux pas spoiler tout le film. J'essaye de vous donner envie de le voir, vraiment ce film Professeur Hollande. C'est un petit bijou qu'aurait peut-être même mérité Oscar du meilleur film, pourquoi pas. Voilà, c'est un film sur le corps enseignant. Alors bien sûr, c'est un film qui va plus épouser le point de vue de l'enseignant plus que sur les élèves, mais c'est extrêmement touchant. Je ne peux rien vous révéler parce que j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui vont le découvrir, mais regardez-le, franchement, Professeur Hollande, ça vaut vraiment le détour. Richard Dreyfuss est incroyable. J'espère que je vous aurai donné envie de le voir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!